Alors, chers auditeurs, bonjour et bienvenue au 19e épisode du balado L'état du monde. En ma compagnie, comme toujours, Jocelyn. Jocelyn, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, très bien. Et toi? Super, merci. Oui. Écoute, Pas trop aujourd'hui, froid à Astana? on est en janvier, comme d'habitude, -30. Moi, on s'y fait. On Oh là s'hab- là, oh là. on s'habille avec la chapka en poil, puis... Moi, on- ici, il fait 17 degrés. oh, bon. Un jour, en juillet, ici, il fera 17 degrés aussi, là, si on est chanceux. Bon, écoutez, on a aujourd'hui un invité très, très, très spécial, Monsieur Raymond Chrétien. Je vais vous le présenter. Raymond Chrétien a une très longue carrière dans la diplomatie canadienne. Ben, c'est d'abord et avant tout un juriste de formation qui a occupé plusieurs postes dans la diplomatie. D'abord, il a été nommé ambassadeur. Son premier poste a été au Zaïre, mais qui est maintenant la République démocratique du Congo. Ce qui a fait de lui, à l'époque, et je ne sais pas si le record a été battu depuis, mais ça a fait de lui le plus jeune ambassadeur du Canada à avoir été nommé. Donc, M. Chrétien pourra nous corriger si le record a été battu par quelqu'un d'autre depuis. Ensuite, il a été nommé ambassadeur du Canada au Mexique, par la suite en Belgique, ensuite pendant 6 ans, entre 1994 et 2000 aux États-Unis et ensuite de 2000 à 2003 en France, ce qui fait aussi de lui le seul ambassadeur à avoir été nommé à la fois à Washington et à Paris. Il a aussi été négociateur dans différents dossiers gouvernementaux, je crois avec la communauté CRI, dans certains dossiers avec les peuples autochtones. Et il est aussi, depuis 2004, associé et conseiller stratégique au cabinet Fasken à Montréal. Donc, Monsieur Chrétien, c'est un plaisir de vous accueillir à notre balado. Monsieur Caron, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Et avec bien sûr, Jocelyn, que je connais depuis toujours et que j'ai côtoyé notamment au Cirium il y a déjà une vingtaine d'années. C'est vrai, c'est C'est vrai. vrai. Et avant, Jean-François, que tu poses la première question à Raymond Chrétien, j'ai une petite anecdote à raconter à propos de M. Chrétien. Un jour, je suis à Paris pour une visite auprès de certaines personnes au Quai d'Orsay et tout, et je demande à être reçu par M. Chrétien pour parler évidemment des relations entre le Canada et la France. Et je lui dis, Monsieur Chrétien, quelle est la différence? Et là, on rigolait là. Quelle est la différence entre être à Washington et être à Paris? Et il m'a dit, ben, quand vous êtes à Paris, c'est les vacances, et quand vous êtes à Washington, vous travaillez. Donc, c'était une boutade, mais je pense que ça en dit long sur le travail de nos diplomates à Washington et surtout avec l'administration Trump. Est-ce que tu es en train de nous dire que Stéphane Dion est en vacances à Paris depuis Non, non, 2 ou 3 ans déjà? non. Bon, Non, un petit commentaire, je sais, j'ai probablement fait ce commentaire, mais c'est simplement pour indiquer qu'il n'y a rien d'aussi exigeant, stressant que d'être à Washington. Parce que les ouais. enjeux sont bien sûr différents, énormes pour non seulement le Canada, mais les Canadiens dans leur ensemble. Et le stress n'arrête pas. Et c'est toujours vrai. Ça risque de l'être beaucoup plus au cours des quelques années qui viennent là, avec la deuxième administration Trump. Bon. Bon, allons-y avec la première question. Comme je le disais, vous avez été ambassadeur aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous faire peut-être un petit survol historique rapide de l'histoire des relations commerciales entre nos deux pays? Des relations aujourd'hui là, qui semblent avoir atteint un froid historique. Mais est-ce que c'est le cas? Est-ce que réellement les relations canado-américaines en ce moment connaissent un véritable refroidissement historique ou est-ce qu'elles n'ont pas toujours été parsemées historiquement ici et là de différentes tensions? Peut-être pas de la nature des tensions auxquelles le Canada est confronté à l'heure actuelle, mais des tensions, disons, peut-être plus ou moins similaires. Écoutez, d'abord, notre relation commerciale avec les États-Unis, elle date même d'avant les débuts de la Fédération canadienne. Il y a certains dossiers qui sont toujours difficiles, comme celui du bois d'œuvre, qui a commencé avant même l'existence du Canada. Donc, ce n'est pas nouveau. Ce dossier épineux continue d'être un irritant commercial entre nos deux pays. Mais non, historiquement, nous avons toujours eu des échanges commerciaux importants avec les États-Unis. Ils ont varié d'une époque à l'autre. Moi, je me rappelle
très, très bien. Par exemple, quand j'étais là de 1980, il y a une trentaine d'années, un peu plus que ça, de 1994 à l'an 2000, nos exportations avaient atteint un niveau absolument faramineux. C'était 85 de nos exportations qui allaient vers le marché américain. Aujourd'hui, c'est à peu près 75. Non, écoutez, les États-Unis ont toujours été le principal marché commercial du Canada depuis toujours, et ça va continuer pour un bon moment, malgré les grandes difficultés qui se présentent maintenant. Alors, les changements au cours des dernières décennies, les changements les plus importants ont été d'abord, avant tout, la première fois qu'il y a eu un échange commercial bilatéral entre le Canada et les États-Unis, un accord qui a précédé en fait l'ALENA, le premier ALENA qui est entré en vigueur en 1994. Bon, la signature de cette entente a changé aussi la nature de la relation commerciale et économique avec les États-Unis et le Mexique. Et par la suite, bien sûr, ça a été, je pense, gagnant-gagnant depuis 1995 pour les trois pays concernés, surtout pour le Canada et le Mexique. Je pensais que les Américains étaient moins gagnants que nous lors du premier ALENA. Maintenant, il y a eu le deuxième, signé récemment, alors que Trump, lors de sa première administration, nous a, nous a forcé, nous et les Mexicains, à la table de négociation. Et ça nous a pris 2 ans. Et finalement, le deuxième ALENA est meilleur que le premier. Meilleur pour peut-être légèrement inférieur pour nous, légèrement moins bon pour nous, mais meilleur pour les Américains et à peu près équivalent pour le Mexique. Donc, nous en étions là, jusqu'à l'élection récente de monsieur Trump, qui semble bon, vouloir tout remettre en question avec cette histoire de tarifs là, qui sont imminents et aussi la revision de l'entente de libre-échange en 2026. J'aimerais qu'on parle un petit peu de ça parce que c'est vraiment une crise actuellement et on ne pourra pas l'éviter. C'est le début de ce que j'appelle non seulement une année extrêmement difficile pour la gestion de cette relation clé, celle que nous avons avec les Américains, mais le début de quelques années extrêmement difficiles. Je pense on ne peut plus, on doit remettre en question, par exemple, je ne dirais pas notre alliance avec les Américains, mais il est clair que nous ne pouvons plus nous fier aux Américains comme on l'a fait par le passé. Ça, c'est très, très clair. On va y revenir au cours des prochaines minutes. Mais voilà un petit peu pour ce qui est de la relation commerciale. Mais là, elle se corse beaucoup depuis son retour au pouvoir. Quand il nous menace de tarifs de 25 sur toutes les exportations canadiennes, bon, il devait le faire le jour de son inauguration. C'était remis maintenant au 1er février, la semaine prochaine. Est-ce que ça sera le 1er février? Est-ce que ça sera dans les jours qui suivront? Est-ce que ça sera le 1er avril? Parce qu'il y a quand même signé un décret qui demande au ministère du Commerce américain, en collaboration avec le Trésor et USTR, d'étudier les relations commerciales des États-Unis avec la Chine, le Mexique et le Canada et de lui faire des recommandations. Ça, c'est pour le 1er avril. Maintenant, je pense qu'il a décidé, je pense que sur une échelle de, je sais pas moi, 8 sur 10, nous avons de très fortes chances que ces tarifs nous soient imposés bien avant, c'est-à-dire la semaine prochaine. Et là, ça va être le début d'une guerre tarifaire qui va durer un petit moment. Est-ce que, Raymond, l'attaque de Trump était prévisible et est-ce qu'il y a des gens autour de Trump pour lui dire l'accord commercial qu'on a signé il y a quelques années est favorable aux États-Unis? Je pense que c'est ce que tu viens de dire. Et donc, ne frappez pas trop fort notre principal partenaire commercial parce qu'on profite de quelque chose. Oui, oui, Est-ce qu'il y a des gens autour de lui qui réfléchissent à ça? Jocelyn, je pense que je suis certain, en fait, que oui. Il y a deux écoles. Ceux qui veulent jouer the game of the tariffs, la partie des tarifs douaniers, Oui, etc. Et ceux qui estiment, écoutez, n'allons pas trop vite, cet accord commercial, c'est nous qui l'avons demandé, on l'a renégocié il y a quelques années seulement, il fonctionne bien. Ce n'est pas nécessairement dans l'intérêt des Américains d'aller de cette façon. oui, Oui, je pense que ce débat a toujours lieu. C'est pour ça peut-être qu'il y a eu ce léger retard. Mais non, on va le OK. voir. On va voir très, très bientôt, le 1er février, justement, qui est en train de gagner cette bataille au sein de l'administration américaine. Mais je ne vois pas comment on peut éviter les tarifs parce que M. Trump l'a dit pendant sa campagne électorale. Il nous a avertis à l'avance. On ne croyait C'est pas vrai. beaucoup, là.
Rappelez-vous, Jocelyn, quand il a dit le mot que je préfère dans le dictionnaire, c'est le mot tarif, etc. Donc, on l'a vu venir. On ne le croyait pas vraiment. Alors que là on n'a pas de choix. On est vraiment Ouais, on est vraiment face à cette hypothèse et ouais, il va falloir réagir rapidement à un moment où la situation politique à Ottawa est très, très mauvaise pour ce genre de ouais. situation. Les- Donc, il y a ces gens autour de Trump, il y a ces écoles qui débattent de l'utilité ou non des tarifs, mais il y a une trentaine d'États américains gouvernés peut-être en majorité par des gouverneurs républicains qui tablent sur la relation commerciale avec les États-Unis. Ces gens-là doivent bien faire pression auprès de Trump pour lui dire de se ménager. oui, je sais, oui, d'ailleurs, c'est plus que 30. En fait, c'est 35 ou Voilà. 4 ou 35, en fait, qui dépendent, qui ont comme marché principal le Canada. Ouais, Ces gouverneurs démocrates et républicains, bien sûr, sont une voix en notre faveur auprès de l'administration. C'est pour ça que dans les jours, les semaines et les mois qui viennent, je sais, il va falloir lancer, avoir beaucoup plus qu'une équipe Canada là, de façon ad hoc ou même de façon permanente. Cette ouais, équipe Canada, elle doit continuer de fonctionner. Elle doit impliquer tous les premiers ministres des provinces, les ministres importants de certaines provinces qui se rendent à Washington, des hommes d'affaires influents, des professeurs influents, des athlètes influents. Enfin, ce genre d'équipe Canada doit continuer de fonctionner. Mais beaucoup plus que ça, je sens. Je pense que ce n'est pas suffisant. Il va falloir que le Canada fasse ce qu'il n'a pas fait depuis très longtemps, lancer, c'est une idée là, une vaste campagne de communication auprès de la grande presse américaine, des annonces dans les grands journaux américains, chez les médias importants, quels qu'ils soient, pour que ce message que ces tarifs, non seulement vont, bien sûr, ils vont nous nuire, mais ils vont nuire aussi aux Américains. Ils se tirent un petit peu dans le pied ouais. en le faisant. Pour que ce message passe et se rende auprès de l'administration américaine et favorise ceux qui sont contre ces tarifs, il faudrait y réfléchir. Je ne sais pas si à Ottawa, ces jours-ci, je pense que je suis content de voir qu'au moins après un début assez lent, là, où on a vu une espèce de cacophonie de voix se faire entendre un peu partout aux États-Unis, à Mar-el-Lago, le premier ministre Ford un jour, Mme Smith de l'Alberta l'autre jour, ce qui est très, très mauvais de ne pas d'avoir des messages aussi peu concordants. Là, je pense que Dispersés. Ouais. dispersé. M. Trudeau, dans le peu de temps qui lui reste, les 5, 6 semaines qui lui restent au pouvoir, je pense qu'il a repris la situation en main. Évidemment, il est un canard boiteux, il ne lui reste pas beaucoup de temps, mais au moins, il a repris un petit peu la situation en main. Les premiers ministres provinciaux maintenant sont en train de se rassembler, de comprendre qu'il leur faut un message unique. Et aussi, je pense que Mme Smith, tout doucement, va se relier à ça. C'est bon. Maintenant, il ne lui reste pas beaucoup de temps. Hein, il reste, et bon, ça, c'est déjà un bon point. Là. Mais ça va être très, très difficile parce que, bon, dans les représailles qui sont envisagées, il y a trois phases, comme tu sais peut-être, Jocelyn. Une première phase pour à peu près 10 milliards de dollars, une deuxième phase pour à peu près 33 milliards de dollars, une dernière phase qui, elle, nous ferait mal aussi, 110 milliards de dollars. Nous ne sommes pas là. Ouais, Attendons, il ne faut pas montrer nos couleurs avant même de savoir qu'est-ce qui va nous frapper la semaine prochaine. ouais. Les tarifs pourraient être à 15 10 30 on verra. Vous avez vu ce qui s'est passé hier avec la Colombie? Oui, oui. Mhm. Incroyable. En quelques Tout à coup, minutes, tout a changé. en quelques minutes, tout a changé. C'est pour ça que je sais que ce dont on parle maintenant pourrait être différent demain. Mais je pense que c'est pour ça que, mais je vois un petit peu comment je vois la situation. Une vaste, il va falloir procéder par la voie diplomatique, la voie publique et bien sûr les contacts personnels et importants auprès des décideurs américains. Euh, Jean-François? Oui, c'est drôle, tu disais tout à l'heure que le mot préféré de Trump, c'est tariff. J'ai écouté une entrevue qu'il a donnée à un réseau de télévision il y a quelques heures de ça, et puis il rappelait l'héritage du président McKinley à la fin du Ouais, 19e siècle qui avait imposé énormément de tarifs, et il le prenait en exemple. Il dit, les États-Unis n'ont jamais été aussi riches qu'à l'époque de McKinley, puis il dit, ouais, je veux pas m'attaquer inutilement à Theodore Roosevelt qui lui a succédé, mais il dit Theodore Roosevelt a dépensé
vraiment tout l'argent Ouais. que McKinley avait accumulé avec les tarifs. Donc, il y a quand même il s'ancre dans une certaine histoire pour justifier un petit peu ses actions. Euh, Maintenant, McKinley, c'est un de ses présidents préférés, c'est clair. oui, oui. Maintenant, je me pose la question, est-ce que la mainmise de Trump sur le parti n'est pas trop importante et ça va peut et en plus, il jouit d'une lune de miel en ce moment. Il vient d'être élu, il bat des records de popularité selon les sondages. Est-ce que ça risque pas de dissuader des gouverneurs républicains, voire même des sénateurs républicains, des représentants républicains de s'opposer à lui, puis d'essayer de lui faire entendre raison? Non, je ne croirais pas. Je croirais pas. Quand il s'agit de leurs intérêts durs, leurs intérêts économiques, il n'y a aucune inquiétude pour un gouverneur américain de laisser savoir au président américain que les intérêts de son État sont en jeu. Non, je pense que maintenant, vous mentionnez la question du pouvoir de Donald Trump. Il est immense, hein? Il est immense maintenant. Il vient de gagner une élection de façon libre. Elle n'a pas été contestée. Il a gagné le vote populaire, les 7 États clés. Il contrôle le Sénat, la Chambre, quelques députés seulement, mais quand même, il contrôle tous les centres de pouvoir, y compris avec une Cour suprême qui lui est aussi favorable. Alors, il est omnipuissant pour les 2 prochaines années, jusqu'aux élections mi-terme de 2027, où là, on verra ce qui. Ces 2 prochaines années seront très longues. On ne peut pas spéculer ce qui se passe à ce moment-là, mais pour l'instant, et surtout il a réussi à faire nommer dans les postes absolument cruciaux, névralgiques, des hommes et des femmes qui lui sont fidèles. La Ouais. loyauté a été le principal critère. Beaucoup de ces gens-là, hommes et femmes, on se demande s'ils sont vraiment qualifiés pour ces postes-là, mais ils sont d'une loyauté indiscutable. Alors, le président Trump, maintenant, va pouvoir compter sur tous ces hommes et ces femmes pour mettre en œuvre ce que lui veut. Ouais. Certains pourront lui résister, d'autres moins. Je pense, par exemple, que Rubio, parmi toutes ces nominations, celle qui est la moins contestable, c'est celle du sénateur Rubio comme secrétaire d'État. Lui est vraiment bien qualifié. Il s'intéresse aux affaires internationales depuis longtemps. Il était l'un des membres clés du Sénat pour les affaires internationales. Donc, mais d'autres nominations sont basées seulement sur la loyauté. Alors, on verra. C'est pour ça qu'il tous les jours maintenant, on n'a pas parlé d'immigration, on n'a pas parlé j'aimerais qu'on parle un peu de sécurité et de défense aussi. Je sais, Ouais. ces Ouais. questions-là l'intéressent beaucoup, là. Mais voilà, toute la planète, présentement, est sur le qui-vive. L'Europe est sur le qui-vive. Les Européens sont encore plus nerveux que nous. Non seulement il menace de tarifs maintenant, mais il menace de retirer son aide à l'Ukraine dans son conflit avec la Russie. Ouais. Alors, l'Europe est nerveuse sur le plan commercial et économique, mais aussi nerveuse de voir ce qui pourrait se passer au nord du continent si tout à coup on laisse tomber l'Ukraine et qu'on permet à Poutine d'avoir une victoire peut-être un peu trop facile. Alors, Ce qui est étrange dans toute cette affaire, c'est que on est puni par ces tarifs, mais pourquoi au juste? Qu'avons-nous commis comme crime? Alors évidemment, au début, c'était la frontière, l'immigration illégale, Dans le cas le du Mexique. fentanyl, les dépenses militaires de l'OTAN, mais tout ça est en train de se régler. Et donc, on a l'impression que Trump arrive et tout ce qu'il veut finalement, c'est d'obtenir 10, 15, 20 milliards de dollars par certains tarifs et c'est tout. Jocelyn, c'est vrai là, ce que tu viens de mentionner. On peut se tutoyer, je pense, parce qu'on l'a fait constamment. Il ne faut pas oublier la première raison, c'est lui, pour M. Trump, c'est inacceptable qu'il y ait ce déficit commercial. Il considère que c'est un déficit commercial quand on inclut nos exportations de gaz, de pétrole et d'électricité qui représentent à peu près 150 milliards de dollars chaque année dans ces échanges comme ça. Mais si on sort l'énergie, l'énergie, c'est le flot de pétrole, de gaz tous les jours. La balance commerciale, elle est à peu près équilibrée. Donc, OK. alors, mais c'est la première raison pour laquelle il veut c'est America First, hein, rapatrier ces tarifs. Selon lui, non, selon lui, vont permettre de rapatrier beaucoup d'industries manufacturières aux États-Unis. Au moment où on se parle, je sais, il y a des centaines de petites compagnies au Québec, ici, des PME, là, qui se demandent quoi faire face à Ah ces oui. tarifs et qui pensent même
relocaliser certaines de leurs opérations pour éviter, donc créant des emplois, quittant le Québec et créant des emplois aux États-Unis. C'est vraiment le désir d'oublier les amis, d'amasser encore plus de richesses, de devenir encore plus riche, plus puissant, etc. Oui, Et de oui, c'est le cesser, slogan. c'est ça, c'est Ouais. ça, de cesser d'être la vache à lait de tout le monde. C'est comme ça qu'ils voient ça. Ouais. Écoutez, dites-nous, on sait que les relations entre les chefs d'État, chefs de gouvernement, jouent un rôle prépondérant dans la diplomatie. Dans le cas des relations canado-américaines, il y a eu des relations extrêmement chaleureuses avec des anciens premiers ministres, des anciens présidents. On peut penser dans les années 80 entre Mulroney et Reagan qui chantaient ensemble. Par la suite, je pense que Jean Chrétien avec Bill Clinton, c'était des relations qui étaient aussi tout à fait cordiales, qui se sont peut-être refroidies avec George Bush. Pouvez-vous nous dire, c'est quoi le rôle que ces relations interpersonnelles-là peuvent jouer dans le règlement de certains conflits ou voire même dans la naissance de certains conflits entre les États, mais principalement dans le cas du Canada et des États-Unis? C'est important. Écoutez, on l'a vu au fil des décennies. Moi, je l'ai vécu moi-même de 1994 à la fin de 2000. C'était l'époque Clinton. L'économie était à son meilleur des deux côtés de la frontière, une nation amicale, euh, amicale mais réservée un petit peu. Jean Chrétien était d'accord pour, à l'occasion, jouer au golf avec Bill Clinton, mais il ne voulait pas dépasser certaines limites. Comme par exemple, j'essayais de le convaincre dans le temps d'accepter une invitation d'aller à la résidence d'été du président américain. C'est ça, effectivement. Et puis, ça il était moins. Il ne voulait pas aller trop, trop loin. Donc, encore une fois, l'importance d'une bonne relation, elle ne peut pas être excusée pour la raison suivante. D'abord, avant de dire ça, historiquement, c'est toujours plus facile entre un républicain et un conservateur, entre un démocrate et un libéral. Alors, quand il y a cette symétrie en haut, c'est idéal. Elle existe parfois, mais pas toujours. Dans mon temps, moi, elle existait. C'était vraiment un démocrate et un libéral. Un démocrate à Washington, un libéral. Maintenant, là, ces jours-ci, on a un républicain et un libéral pour quelques semaines encore. Et ça, au départ, ça va moins bien. Et on sait que ça va encore moins bien parce que les deux hommes, présentement, ne s'estiment pas beaucoup, ne s'aiment pas beaucoup. Rappelez-vous Charlevoix, etc. Bon, il n'y a pas beaucoup je pense, de respect entre les deux hommes. Et ça, c'est mauvais parce que ça se répercute profondément au sein des administrations respectives. Les Américains savent très bien que leur président n'aime peut-être pas notre premier ministre, mais là, ce que je trouve plus inquiétant, c'est pas seulement une espèce de grogne contre notre premier ministre actuel qui ne sera plus là, il ne sera plus là d'ici 6 semaines, et ensuite une élection au mois de mai, on risque d'avoir, ça risque d'être complètement différent d'ici quelques mois, mais c'est une espèce de grogne, pas contre le Canada. Il semble avoir pris le Canada dans sa cible. Pour des raisons que j'ignore, il ne nous aime pas beaucoup. C'est surprenant pour un homme qui a passé sa vie à New York, très, très proche du Canada. Enfin, on est là. Il faut vivre avec ça. Mais répondre à votre question, c'est important. Écoutez, je suis inquiet. Moi, je regarde toujours un petit peu cette équation. Qui est au pouvoir dans les deux places? Il faut dire aussi que le Canada n'est plus perçu à Washington, quel que soit le président, comme le même Canada qu'il y a une dizaine ou une vingtaine d'années. Le Canada est moins présent dans les instances internationales, moins présent pour les opérations de maintien de la paix, moins capable d'aider les Américains dans des dossiers de guerre ou de paix qui les intéressent particulièrement. Donc, on semble avoir le Canada a perdu du poids sur la scène internationale au profit de pays qui en avaient moins et qui sont en train d'émerger. Alors ça, ce n'est pas passé inaperçu à Washington non plus. Nous avons des problèmes maintenant que nous n'avions pas il y a une dizaine d'années ou une vingtaine d'années. Dites-nous, dans les années 90, c'était quoi la réception lorsque vous passiez un coup de fil pour rencontrer un ministre, un sénateur? J'imagine que c'était extrêmement cordial, puis on ne vous faisait pas attendre 6 semaines pour trouver un trou dans l'agenda, là. Non. Non, non, mais ça dépend encore une fois beaucoup de celui ou de celle qui est en poste à Washington aussi. Là, vous savez, cette relation entre le Canada et les États-Unis, c'est de loin la plus importante pour nous. Notre niveau de vie, notre qualité de vie dépendent de ça. C'est une relation asymétrique. Ils sont 10 fois plus riches que nous, 10 fois plus nombreux que nous.
pour percer à Washington, il y a quand même 195 pays là, qui ont des ambassades. Il faut avoir d'abord une ambassade étoffée. Mais aussi, il faut avoir un ambassadeur ou une ambassadeur de première qualité capable de s'imposer dans ce labyrinthe de Washington. Moi, ce que j'ai constaté à l'époque, ça fait quand même déjà une trentaine d'années, c'est que bon, l'accès du Canada était parmi les meilleurs au monde. Nous étions, je pense, parmi les 5 ou 6 pays avec le meilleur accès auprès des décideurs américains. Je ne suis pas convaincu que c'est le cas maintenant. Quand j'étais là, moi, c'était idéal pour une raison bien simple. D'abord, j'étais un diplomate de carrière, de longue date. J'avais été ambassadeur un peu partout dans le monde. Et moi aussi, je m'appelais chrétien. J'étais, j'étais quand même Raymond Chrétien, parent de Jean Chrétien. Et Oui. ça crée une situation absolument unique qui ne s'est jamais reproduite depuis, où on me donnait un accès absolument extraordinaire parce qu'on savait que leur message allait se répercuter très vite au Canada. Les Américains sont des gens de pouvoir. Alors, à partir du moment où ils savent que vous êtes capable de transmettre fidèlement les messages de votre gouvernement auprès d'eux, et en sens inverse, leur réplique, ils vous traitent avec beaucoup d'égards. Ils vous donnent un accès illimité. J'avais auprès du président Clinton un accès unique. D'abord, quand j'ai présenté mes lettres de créance en 1994, il m'a dit, Monsieur Chrétien, mon nom préféré s'appelait Raymond. Donc, j'oublierai jamais votre nom, Raymond. Et partout ensuite, pendant les 6, 7 ans que j'étais là, quand je le rencontrais, Raymond, Raymond, mes collègues se demandaient comment c'est-il qu'il se souvient toujours de ton nom? Ben, c'est un petit peu comme ça. Et aussi, j'avais une relation très, très étroite avec Mac McClarty, qui était son chef de cabinet à l'époque. Alors, via Mac, je pouvais passer des messages en 10 minutes au président américain. Je l'ai fait à un moment donné, une occasion où j'aurais pu perdre mon job à l'époque. J'ai écrit un discours, j'aime beaucoup les écrits. J'ai écrit un discours qui était intitulé Mr. President, some advice from a friend and neighbor. Alors, j'ai passé des semaines à travailler ce discours avec mes principaux collaborateurs et ça. L'événement devait avoir lieu 2 jours plus tard. Là, mes collègues m'ont dit, Raymond, ça n'a pas de sens. Si tu fais ce discours-là, tu vas te faire mettre dehors. Alors, je dis, écoutez, on y a travaillé tellement fort que je veux pas abandonner cette idée. Je crois fermement ce qu'il y a là-dedans. Alors, j'ai dit, à ce moment-là, on va vérifier. Alors, je téléphone à Mac McClarty, le chef de cabinet. Puis, je dis, Mac, j'ai ce problème, je dois faire un discours dans 2 jours. Mes collègues me disent que je vais trop loin, que c'est absolument inacceptable. Mais donc, avant de livrer, avant de canceller cette invitation, je vais t'envoyer une copie. Et peux-tu la regarder et me dire si je peux aller de l'avant ou pas? Parce que si je peux me faire mettre dehors, ben, je vais y penser à 2 fois. Alors, j'envoie ça. Il me revient 10 heures plus tard. Il dirait, moi, tu peux aller de l'avant. Je dis, oui, oui, j'ai même fait lire ton discours à Clinton. Alors, qu'un ambassadeur en poste à Washington puisse faire lire un de ses discours, un projet de discours par le président d'ici, ça démontre un accès privilégié. Ah, cet accès, il est absolument important. Je sais que je pense que notre accès a été perdu. Pas perdu, mais des pays comme l'Australie, par exemple, ont maintenant un meilleur accès aux Américains que nous parce qu'ils sont des partenaires de défense jugés plus importants par les Américains. Et puis il faut dire qu'ils ont un ambassadeur de qualité là, Oui, à, à Washington. à Washington. C'est Oui. quelqu'un qui a été ambassadeur en Chine, qui a été premier ministre de l'Australie, Mm. qui parle le mandarin et qui est maintenant à Washington. J'ai l'impression que ça doit être un interlocuteur de premier ordre. De premier ordre, c'est sûr. Alors ça, il faut pas l'oublier dans l'élimination de nos propres ambassadeurs à Washington, parce que je me rappelle très bien quand j'étais là, les opérations, elle était gérée par très peu de personnes. Il y Ouais. avait Jean Chrétien, Raymond Chrétien, Paul Martin à l'occasion, et très peu. C'était gardé très sérieux. Ultimement, tous les ministres venaient à Washington avec des messages différents, projetant leurs propres intérêts, mais ultimement, c'est le rôle de l'ambassadeur de mettre de l'ordre là-dedans, d'être chef d'orchestre et surtout d'essayer de gérer les conflits entre ministres qui veulent se débarquer à Washington tous en même temps. Alors, je pense que le problème va se poser lors de l'élection de notre prochain gouvernement, quel qu'il soit. Moi, je surveille de très, très près celui ou celle qui sera nommé à Washington quand le moment viendra pour que je termine de partir. Elle qui a fait un travail absolument formidable. Ouais. Dis-moi, Raymond, alors, les États-Unis ont comme levier pour, entre guillemets, nous punir les tarifs. Est-ce que nous, en retour, on a des leviers pour les faire plier sur certains dossiers, dans certains dossiers?
Oui, 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 oui. Un levier important, c'est le levier qu'eux-mêmes utilisent, nos représailles commerciales. C'est un OK. levier pour les faire réfléchir. Si on devait interrompre le flot du pétrole, du gaz aux États-Unis, ben, le coût le coût pour les consommateurs américains Ouais. va augmenter de 25-30 cents le gallon d'essence, par exemple. Ça, c'est sûrement un levier très, très important. Encore une fois, les leviers, on en a. On peut, mais il faut faire attention. Un autre levier, bien sûr, c'est celui qui nous permet de les aider de façon importante dans la gestion de ce qu'ils considèrent, eux, un dossier important pour eux. Pour le président américain, le commerce, c'est pas très important. Il y a 195, il y a des crises majeures à régler dans le monde. Si Canada peut intervenir pour lui dire, Monsieur le Président, on peut vous aider là, en Ukraine et en Russie. Voilà ce qu'on peut faire de très important. Ça nous donne un crédit, toujours un crédit qui, par la suite, peut permettre aux Américains d'être un peu plus compréhensifs à l'égard de nos intérêts commerciaux, par exemple. Mhm. Mais il faut faire, je le sais, je suis content, il faut faire attention à ça parce que moi, j'ai vécu des expériences à Washington où j'ai compris en négociant avec les Américains, notamment en 1996, dans une crise grave autour du bois d'œuvre, j'ai appris certaines leçons. Première leçon, avec les Américains, il faut arriver préparé. Les Américains détestent avoir devant eux des négociateurs qui ne savent pas ce qu'ils représentent. Danger pour le Canada. Ouais. Difficulté pour le Canada de réconcilier le point de vue de nos 10 provinces et territoires dans une seule position canadienne. Et Ouais. ça, si on n'a pas une seule position canadienne, ils nous dévorent. Premier point. Deuxième point, j'ai failli perdre mon job à un moment donné en 1996. Une autre fois? Pardon? Une autre fois? Oui, oui, moi, j'ai été un avocat qui a pris beaucoup de chance dans sa vie. Mais, par exemple, quand le Canada a imposé des tarifs douaniers à des multiples petits bateaux américains qui partaient de la côte ouest pour monter vers l'Alaska en passant à l'intérieur du Canada. On leur a Ah imposé oui. une taxe de 1500, rappelez-vous de ça, Non. 1500 $ par petit bateau. Donc, notre garde nationale arrivait, arrêtait les petits bateaux, dire, vous ne passez pas, si vous ne payez pas votre 1500 $. Écoutez, ça, c'est presque, j'ai fait, on m'a dit, M. Gressier, si le Canada n'enlève pas ça vite, vite, là, plus personne à Washington ne va vous parler. Ce qui, dans le langage français, vous dit, vous êtes aussi bien de rentrer chez vous, Ben ben, oui. vous ne pourrez pas fonctionner. Alors, les Américains n'aiment pas, c'est une super puissance, il ne faut jamais l'oublier. Ils n'aiment pas négocier avec un revolver sur la tempe. Pour eux, c'était un revolver sur la tempe. Enlevez-le de là vite, sinon on va. Alors, ouais, il faut être prudent. Quand j'entends certaines menaces canadiennes, vous savez, d'aller, je ne sais pas moi, euh, arrêter, arrêter un bateau américain, c'est une mauvaise chose, ou même la menace de mettre New York dans la noirceur la plus totale pour 3 jours, Couper ça ne l'hydro. ça durerait pas 3 jours, ça ne durerait pas 3 heures. Alors, ben, il faut être conscient toujours de ça quand on négocie avec les Américains. C'est une superpuissance qui, euh, qui, euh, pour qui la sécurité est plus importante que le commerce. La sécurité l'emporte toujours sur les intérêts, pour eux-mêmes. On le voit ces jours-ci quand M. Trump parle d'annexer Le Groenland. le Groenland et surtout le canal de Panama. Oui, c'est vrai. Alors voilà, voilà un petit peu où on va vivre ça là, au cours des prochaines années. Donc, est-ce que cette peur d'aller trop loin dans les représailles, ça explique pas un peu, je dirais peut-être le caractère un peu loufoque des représailles qu'on voit circuler dans les médias, donc de taxer ou d'interdire l'exportation du ketchup Heinz ou Ouais. du sirop d'érable? Ça fait un peu rigoler, mais est-ce que Mais si c'est dollar pour dollar, écoutez, ça fait rigoler. S'il y en a pour l'équivalent des taxes américaines, ça fait pas rigoler, ça leur fait mal aussi, là. Ouais. Mais il faut pas que ce soit seulement ça. Il faut que ce soit sur des produits majeurs, je sais pas moi. Ce qu'ils comprennent, c'est la voiture, les pièces de voiture, l'énergie, le gaz, le pétrole, l'électricité, c'est ça. Ces grosses, ces grosses représailles, ces énormes représailles, là les frappent directement et les font réfléchir. Et c'est pour ça que je demeure très intéressé à voir ce qui va se passer la semaine prochaine. Est-ce qu'il y aura
des taxes, une taxe, un tarif sur les exportations canadiennes d'énergie. Écoutez, Mhm. c'est se tirer dans le pied, mais enfin, on verra. S'il va jusque-là, c'est un indice ça va être extrêmement compliqué, cette guerre tarifaire. Euh, oui, vas-y, je sais. Peut-être passer au Mexique maintenant, parce que tu as été ambassadeur au Mexique pendant plusieurs années et finalement, le Mexique fait aussi partie de l'équation parce que eux-mêmes se font menacer par Trump, particulièrement sur les questions d'immigration. Je ne sais pas s'il y a un contentieux commercial entre les deux pays, mais en tout cas, sur les questions d'immigration, c'est central et Trump va les frapper aussi avec des taxes, des expulsions, etc. Est-ce que le Mexique a les reins solides ou en tout cas a certains leviers pour punir les Américains? Écoutez, ça, c'est une bonne question. Jocelyn, moi, j'étais ambassadeur du Canada au Mexique il y a très longtemps, de 1900, 85. Donc, ça vous révèle un petit peu mon âge, je ne vous le dirai pas. 1988. Euh, Mexique, encore une fois, un grand pays, 100 millions d'habitants, un partenaire commercial des États-Unis aussi important, sinon plus important. Nous, entre nous, les Mexicains et la Chine, ça varie d'une année à l'autre, Oui, mais avec des problèmes à la frontière que nous n'avons pas. oui, En Ouais. fait, M. Trump nous a mis un petit peu dans le même panier là, en parlant d'immigration illégale du Canada vers les États-Unis. C'était C'est 26 pas 000. comparable. C'est pas comparable. Ça a Ouais. été 26 000 illégaux en juillet dernier versus des centaines de milliers venant du Mexique. La même chose pour le fentanyl. 1% du fentanyl qui rentre chez nous par rapport à des quantités énormes qui viennent du Mexique. Maintenant, le Mexique, c'est compliqué parce que là, le Mexique fait partie de l'ALENA aussi. Maintenant, le Mexique fait pleinement partie de l'Amérique du Nord, partenaire commercial important des États-Unis, mais c'est un problème d'immigration qui affecte les Américains et qui nous affecte maintenant. Jocelyn, on va y être d'ici quelques semaines, en plein milieu oui, de ce problème-là. oui. Bon, Mme Steinbaum, la nouvelle présidente, a bien réagi à la menace des tarifs. Je ne sais pas si vous l'avez vu, elle l'a fait de façon dans une lettre, qu'elle a circulée un peu partout dans le monde. C'est une lettre forte, etc., disant, écoutez, on est un pays souverain, on va se défendre de ça. Maintenant, encore une fois, ça reste à voir un peu ce qui va se passer. Là, on commence à voir la grande déportation commencer. Bon, il nous a averti, il a averti la planète entière qu'il allait le faire, il le fait. On a vu les derniers éléments de ça hier avec la Colombie, quand la Colombie a refusé un avion militaire américain plein d'illégaux colombiens. Le Mexique a dit, ben, écoutez, nous, on va prendre ceux que vous allez mettre à la porte, mais qui sont des Mexicains. On va refuser tous ceux qui viennent du Nicaragua, du Guatemala, de la Colombie. On va les refuser ça. Donc, c'est un grand, énorme problème qui débute et que l'on voit tous les jours, Jocelyn, Mm. à la télévision et pour lequel il y aura des développements chaque jour. D'ailleurs, l'automne dernier, en septembre dernier, en faisant une présentation aux gens, à nos clients à travers le bureau, un peu partout à travers le Canada, j'avais identifié en fait les problèmes auxquels nous allions faire face au cours des prochaines années. J'avais mentionné le protectionnisme, on vient d'en parler, l'immigration, c'est clair, on y est. C'est 11 millions d'illégaux qu'il veut déporter au cours des prochaines années. Beaucoup, ils sont tous extrêmement nerveux maintenant. Est-ce qu'il en déportera 1 ou 2 millions? Ça me paraît impossible d'en déporter 10, 11 millions, mais on verra. Il veut créer des camps, des tentes, des milliers de tentes, on va mettre ces gens-là avant qu'ils soient déportés, mais il faut avoir l'accord des pays d'où ils viennent. Il faut séparer des enfants, des femmes, des familles, ceux qui sont nés aux États-Unis, ceux qui ne sont pas. Donc, énorme problème qui déjà a commencé à faire venir quelques douzaines Mhm. seulement d'illégaux vers le Canada. Vous avez vu ce qui est passé au Manitoba la semaine dernière. Alors, ça commence. Alors, là, le problème va être énorme pour nous aussi, pour le Québec aussi. Alors, bon, il faudra voir comment allons-nous réagir face à ces réfugiés qui vont essayer de se sauver de leur déportation vers soit le Mexique, vers le Canada, plutôt vers le Canada. Alors, ça risque d'être d'ici quelques mois un problème très important pour nous et Mm. comment allons-nous réagir? Allons-nous accepter combien de dizaines de milliers pourrions-nous en accepter? Jusqu'où pouvons-nous aller
sans remettre en question même notre modèle de vie, notre accès à nos services sociaux. Et non, pas. Le troisième que j'avais identifié, je sais, vous êtes un spécialiste, la défense, sécurité, Ouais. l'Arctique. C'était ma L'Arctique, prochaine question. Allez-y. Ouais. bon, déjà, ça aussi, on n'a pas, juste depuis quelques jours, depuis qu'il est au pouvoir, il ne nous a pas attaqué trop durement sur la question de la défense, mais Ça va Ça s'en venir. vient. ça va s'en vient. Il a dit pendant la campagne générale, les pays qui ne veulent pas contribuer 2% de leur budget au budget de l'OTAN, je voulais dire aux Russes, occupez-vous d'eux, je ne m'en occupe pas. Mais ça je sais, c'est grave, parce que c'est un indice maintenant qu'on ne peut plus compter sur eux au niveau Ouais. de la dépense. Il va falloir que, ça, c'est écoutez, ils parlent maintenant non seulement de 2%, ils parlent de 5%. Ouais. Vous avez vu, alors, ça, encore une fois, peut-être une position de négociation, mais pour le Canada, c'est absolument impensable. Ouais, 5%, ouais. 2% pourrait se faire. Là. Mais encore une fois, on ne peut plus compter sur eux pour notre défense. On l'a fait de façon euh, automatique, On a quel pris que ça soit le pour gouvernement acquis. d'Ottawa. On prenait ça pour acquis. On disait, s'il arrive quelque chose de grave chez nous, le parapluie américain va nous protéger. C'est pour ça que moi-même, quand j'étais à Washington, sous Bill Clinton, j'étais toujours surpris. Chaque fois que j'allais rencontrer le ministre de la Défense ou le sous-ministre de la Défense, la première question qu'il me disait, Monsieur Christian, pourquoi laissez-vous votre armée passer de 85 000 à 75 000? Pourquoi baissez-vous la force de votre armée? Peut-être que les Américains sont le seul pays au monde qui souhaite que leurs voisins soient militairement puissants. Alors, il disait, pourquoi vous faites ça? Alors, ça n'a pas commencé, ça fait 40 ans de ça. Là. Oui, Alors là, oui, maintenant, c'est c'est sûr. dramatique. Là, c'est dramatique maintenant. Alors, l'Arctique, la même chose. L'Arctique, rappelez-vous, la grande priorité américaine, c'est leur rivalité avec la Chine. Et là, ils voient arriver tout à coup la Chine dans l'Arctique. La Ouais. Chine qui essaie d'acheter des bâtiments en Arctique, là, ce qui fait faire partie du petit groupe qui gère l'Arctique, Le etc. Conseil de Le l'Arctique. Oui. Conseil de l'Arctique, etc. Voir arriver la Chine dans l'Arctique canadien, c'est un red line pour les Américains. Les Russes, ils sont déjà. Les Russes sont déjà là avec leurs sous-marins nucléaires, leur brise-glace. Alors, voilà un autre. Voilà, au niveau, je sais, on n'y est pas. La défense, sécurité, on va en entendre parler pendant des années. Alors, on aura Ben la question d'en oui, reparler parfait. plusieurs fois. Mais Parce que déjà, c'est le dernier dossier. Là, les gens riaient un peu de moi l'automne dernier. J'ai écouté, il y a un dernier dossier que je vais mettre sur la table, qui est celui de la gestion de l'eau potable, la politique de l'eau potable. et Les voilà. gens m'ont dit, mais M. Christian, vous n'avez pas un peu trop vite? Écoutez, vous avez entendu M. Trump là, lors de sa visite à Los Angeles pour voir les dégâts causés par les Ouais. dramatiques feux de forêt. Ça. Parle de l'eau du Nord. L'eau du Nord, c'est pas juste c'est pas juste l'eau du Nord des États-Unis, c'est l'eau du Nord du Canada. Ben oui. Il a une idée qu'on change le cours de certaines rivières, certains lacs. Alors, le problème de l'eau potable, il risque de se poser, pas tout de suite, mais dans les mois et les années à venir. Alors, voilà un petit peu ce qui nous attend avec Trump. Là. Ouais. Mais en Et j'ai matière, pas l'impression qu'on est prêt. ouais. Ah, mais écoutez, on n'est pas prêt. Et surtout, on n'est pas prêt. Mais là, écoutez, on n'est pas prêt parce qu'à Ottawa aussi, on n'est pas prêt. Regardez. Mais c'est ça, il y a un C'est vide. C'est une il y a un question que vide j'avais politique. aussi. C'est ça, il y a un gros vide politique. Mais, Ce mais, qui est mais en même temps, c'est vrai, il y a un vide politique. Mais comme on a eu affaire à une administration Trump numéro 1, on aurait dû commencer à se préparer à toutes sortes Ouais, d'éventualité. ouais. d'éventualités. Et visiblement, on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait d'abord parce qu'on très peu pensait qu'il y avait des chances de revenir au pouvoir. Il y C'est avait au vrai. pouvoir. Bon, on a commencé à se préparer tout doucement quand on a vu que c'était une possibilité réelle à la fin. Là. Mais effectivement, le problème, c'est ce vide. Là. Le Parlement n'est pas en session. Le Parlement ne peut rien voter. Donc, d'ici le mois de mai, il se passera pas d'ici les élections chez nous. Je pense que nos voisins américains vont vouloir attendre de savoir qui sera au pouvoir chez nous, Mhm. quel sera l'interlocuteur qu'ils auront devant eux. Et lui aura un énorme travail à faire, pas seulement pour faire face tout de suite aux défis américains, mais aussi pour repenser toute l'économie canadienne face justement à cette nouvelle réalité-là où on ne peut plus se fier aux Américains comme on se fiait par le passé. Mais Par exemple, je pense par exemple pas seulement la refonte de nos lois fiscales. Si les Américains baissent leur taux fiscal corporatif de 2-3 points, sommes-nous compétitifs? Par exemple, je peux vous dire, déjà, je le sais, à cause de la menace de ces tarifs, les investissements directs au Canada, pensez-vous que ça va se faire? Les Ben gens vont oui. entendre, les gens vont dire, écoutez, pourquoi on investirait au Canada sans savoir un peu ce qui nous attend? Pourquoi on penserait acheter
telle petite compagnie à graines, pêche, Chicoutimi, Rimouski, Shawinigan, sans savoir la valeur de cette compagnie en fonction de sa richesse économique, sa capacité de faire face aux gens. Déjà, rien n'est fait et déjà, il y a des conséquences qui se font sentir. C'est pour ça que je vous dis, les 2 prochaines années vont être les 2 prochaines, peut-être les 4, mais les prochaines années vont être très, très difficiles pour la gestion de cette relation. On parlait de vide politique, mais connaissant aussi la personnalité de Trump, pensez-vous, un petit peu dans la politique fiction ici, mais pensez-vous que peu importe qui va succéder, s'il y a des élections au mois de mai, puis c'est les conservateurs qui prennent le pouvoir, même si idéologiquement, Pierre Poilievre et Donald Trump sont quand même plus près que l'était Justin Trudeau, pensez-vous que ça peut réellement changer quelque chose, que automatiquement pour Trump, il va Non, générer plus de respect envers le Canada parce que son ah, interlocuteur soudainement serait plus près de lui idéologiquement? je crois pas. Je crois pas. Non. C'est sûr que mais écoutez, là, on spécule. On ne sait même pas ce qui va Ouais. se passer d'ici 2 jours, encore moins ce qui va se passer ce qui va se Mais, passer d'ici quelques mois. mais selon les Mais sondages actuels, s'il y avait des élections aujourd'hui, bon, C'est un scénario possible quand c'est un même. scénario possible. Si on se met à l'intérieur de ce scénario, moi, je pense que tout premier ministre du Canada, qu'est-ce qu'il soit dans 6 semaines ou dans 10 semaines, devra consacrer la majeure partie de son temps aux 2 grandes priorités pour lesquelles il est élu. Bien sûr, un de ses priorités, c'était le cas quand j'étais à Washington aussi, c'est la gestion de cette relation unique entre le Canada et les États-Unis. C'est pas seulement une relation diplomatique, c'est une relation commerciale, culturelle, économique, sécurité, etc. Et il va devoir y consacrer beaucoup plus de temps parce que ce dossier est lié à sa deuxième grande responsabilité qui est de bien gérer les affaires de la Fédération canadienne. Et là, les 2 dossiers là, sont là, parce que la gestion des relations de la Fédération va dépendre aussi beaucoup de la façon dont la relation avec les Américains est gérée. Comment ramener, par exemple, Mme Smith dans le giron euh, politique canadien? Pour l'instant, elle a pris une position absolument divergente, mais elle a ouvert la porte légèrement ces jours-ci. Comment faire en sorte en fait, elle parle d'une crise de l'unité nationale. Et ce dossier de la gestion des relations fédérales-provinciales va être la grande priorité de Ouais. ce premier ministre. Et je pense qu'un changement de premier ministre ne changera rien, M. Carman, à cette donnée fondamentale. D'accord. Euh, Eh bien, j'avais une dernière question qui est une question un peu plus philosophique d'ordre général. Vous avez consacré votre vie à la diplomatie. Maintenant, on est en 2025. Le monde d'aujourd'hui, c'est plus le monde de 1991. C'est plus le monde de 2015 non plus. Le monde a changé. On parlait en 91 de la naissance d'un ordre libéral, d'un monde très ouvert, axé sur le multilatéralisme, le libre-échange, la promotion des idées, des valeurs libérales. C'est plus du tout le monde maintenant, 30 ans plus tard. Donc, si j'avais à vous poser la question, le monde du futur, le monde de demain, euh, à, à quoi est-ce que ça risque, ça pourrait bien ressembler? Écoutez, là, on devrait avoir une autre session, un autre oui. podcast seulement pour répondre à cette question, mais je vais le faire en quelques minutes. Là. Euh, Excellente question. On a parlé beaucoup des États-Unis, un peu du Mexique. On n'a pas parlé de ce qui se passe dans le monde, mais ce qui se passe dans le monde, c'est aussi dramatique. Ouais. Certains grands courants là, qui sont inévitables, le rejet, par exemple, du leadership américain par de grands pays comme la Russie, la Chine, plusieurs pays du Sud, du BRICS, etc. Ensuite, la gouvernance mondiale qui est remise en question aussi. On remet en question les grandes institutions multilatérales, l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale du commerce, remplacé par quoi, on ne sait pas. Le droit international, le Canada qui a toujours été un État de droit, est-ce qu'on peut continuer de l'être? Le droit international est bafoué constamment maintenant. Le respect de la souveraineté, on s'en fiche de plus en plus. Alors ça, c'est quand même inquiétant. Je ne sais pas, moi, l'intelligence artificielle aussi, qui déjà, ça, probablement que les cabinets d'avocats de notaires, Hein? d'architectes Sont affectés? sont déjà affectés. On le voit chez nous. Je sais pas, moi, en plus, il y a aussi les guerres, les 2 grandes guerres, 3 grandes guerres, en fait, l'Ukraine, la Russie.
Elle aura 3 ans, cette guerre, des centaines de milliers de morts. Monsieur, le spectre nucléaire, la rhétorique nucléaire qui est absente pendant des décennies, maintenant, elle est maintenant très, très présente. Monsieur Poutine nous rappelle constamment que si l'existence de la Russie est en question, il pourrait utiliser l'arme nucléaire. C'est pas fini. Là. La guerre n'est pas finie. Elle va se poursuivre en 2025. On verra peut-être un soupçon, une petite ouverture pour un début de négociation pour un cessez-le-feu. Bon, on verra. M. Trump voulait régler cette guerre en quelques jours. Je pense qu'elle va être beaucoup plus compliquée que ça, mais il y a aussi le Moyen-Orient. Ce qu'on voit au Moyen-Orient présentement n'est pas rassurant non plus. Il y a une trêve, mais il y a une première phase d'une trêve qui va avoir trois phases. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ce cessez-le-feu va tenir? Mais le problème, à mon avis, au Proche-Orient, que je suis de très, très près depuis 50 ans, à mon avis, ne va pas se régler. Alors, s'il y a une trêve, tant mieux. J'espère qu'elle va durer le plus longtemps possible. Mais le problème de fond n'est pas réglé. Alors, la guerre au Soudan, on n'en parle pas. Il y a eu plus de morts au Soudan qu'il y en a eu en Ukraine. Alors, c'est une guerre civile épouvantable. Puis ensuite, il y a toujours ces tensions-là. Vous savez ce qui se passe en Corée du Sud, l'espèce de leur démocratie un peu fragilisée. La Corée du Nord qui est de plus en plus belliqueuse, etc. Xi Jinping, Taïwan. Bon, ces grands dossiers sont là et sont inquiétants. Surtout celui sur l'Ukraine présentement, à cause du danger d'un accident nucléaire. Il suffirait d'un colonel russe qui envoie une fusée en Pologne là, pour que l'OTAN, les 20 pays de l'OTAN soient obligés de réagir instantanément. Alors, ça, c'est plus inquiétant parce que c'est la menace de l'apocalypse nucléaire qui est toujours là. On en riait, mais là, sur nos écrans, Jean-François, ces jours-ci, il y a encore des scénarios de guerre entre la Russie et les États-Unis. Alors, moi, ça m'inquiète profondément parce que, bon, c'est une menace contre l'humanité aussi. Alors, il y a en plus aussi, bon, je n'ai pas mentionné les changements climatiques. C'est aussi un autre grand dossier qui est en train de nous changer profondément. Cette confluence de crise, dans le fond, m'inquiète. Elle est inquiétante. Parfois, j'ai l'impression qu'ici, au Canada, ici au Québec, on n'en a pas pleinement conscience parce qu'on s'est toujours traditionnellement senti très loin de ça. Mais là, on y est, là. On y est, là. Changement climatique, on y est. L'immigration, on y est. Le problème de l'immigration, on y est. Problème de la sécurité de nos frontières, de l'Arctique, on y est. Voilà qui me rend inquiet. Pas désespéré. Je m'excuse, mais je trouve que c'est une situation inquiétante et bon, j'espère que l'humanité là, saura trouver les pays qui constituent sauront trouver des réponses à ces questions fondamentales. Par exemple, sur la question des changements climatiques, on a beau avoir toutes les cas qu'on veut, je pense qu'il y en a une vingtaine depuis les tout débuts. Regardez ce qu'on vient de décider aux Américains. Il semble qu'ils vont mettre de côté toute réglementation environnementale, etc. Drill, 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 baby drill, etc. Donc, on semble perdre un petit peu de terrain, là. Alors, voilà pour répondre à votre question sur l'état du monde présentement. Mais aussi, l'état du monde, c'est la Chine. Il faut suivre de près tout ce qui se passe à Washington est influencé par leur relation avec la Chine. La Chine qui est en train de devenir un adversaire, qui est déjà un adversaire, qui était un adversaire commercial, c'est devenu un adversaire tout court, pour certains un ennemi, qui est en train d'arriver tout doucement à la parité avec les Américains. C'est pour ça que les Américains sont très durs à l'égard du Mexique. Ils voient le Mexique tout à coup rentrer ils voient la Chine rentrer au Mexique, ils voient la Chine rentrer à Panama, ils voient la Chine rentrer en Arctique. Ils n'aiment pas. Alors, tout ça pour dire que ce sont les tentacules chinoises commencent à se rapprocher drôlement. Du continent nord-américain. Là, c'est un peu, d'une certaine façon, un peu le retour à la doctrine Monroe. L'Amérique est affectée, est atteinte en son sein même, là. Oui, alors c'est un petit peu l'attitude, je pense, de M. Trump, là. C'est pour ça que, mais encore une fois, ça évolue tellement vite. Je suis content qu'on se parle ce matin parce que je ne sais pas, je vous dirai la même chose dans une semaine. Mais je pense que oui. Je pense que le message est essentiel. Voilà, je vous ai parlé très librement aujourd'hui, basé sur mon expérience personnelle. Alors voilà. Merci Raymond pour ça. C'était vraiment excellent. Très apprécié. Est-ce que vous allez utiliser ça ici à Montréal, je pense, ou pour votre...
comment vous pensez utiliser ce podcast auprès de l'université? Ah, Racontez-moi. ça va être diffusé Sur YouTube? sur Ah bon, YouTube, déjà. sur des versions audio comme Spotify. Puis, je pense que c'est une entrevue qui va être très appréciée. En tout cas, les auditeurs qui l'ont écouté, là, je suis persuadé qu'ils en ont appris beaucoup. Puis, votre expérience est vraiment inestimable. Puis, continuez à la partager, pas seulement sur notre plateforme. Écoutez, si vous voulez avoir une exclusivité avec nous, ça va Non, nous non. faire Mais, plaisir. merci Mais, beaucoup de l'invitation. Mais Jean-François, je l'ai fait parce que vous avez des liens avec Facile aussi, mais j'ai aussi fait beaucoup à cause de Jocelyn. Je respecte beaucoup Jocelyn Coulon on a eu de bons rapports au fil des années. Quand j'étais à Paris, même avant, aux États-Unis, par la suite au Oui. Cerium, je lis ses articles. J'ai toujours intérêt à connaître son opinion. Alors, c'est un petit peu pour ça aussi que j'ai accepté de le faire, mais c'est aussi parce que votre occasion est une belle occasion parce qu'elle offre le temps d'exprimer une pensée cohérente et à plus long terme. Pas seulement des réactions rapides. Là. Ouais. Alors, c'est moi qui vous remercie beaucoup. Alors, C'est bonne fin de journée. c'est la magie des OK. balados. Écoutez, C'est ça. merci beaucoup, ça a été un plaisir. Et puis, écoutez, chers auditeurs, on se revoit dans quelques jours. Je crois que dimanche soir, donc cette entrevue-là va être diffusée mercredi matin. Mais je pense que dimanche soir, on va avoir une autre surprise pour vous. Donc, écoutez, restez à l'écoute, vous en saurez davantage dans quelques jours. Bonne fin de journée. Au Au revoir. revoir. Et bonne année 2025. Elle va être intéressante et chaotique. Salut. Au Salut. revoir.